Voici le hall d'entrée de mon frère. C'est un espace assez restreint, donc il a toujours été difficile de trouver des endroits pour ranger les chaussures, les manteaux et les sacs. Nous voulions donc voir si nous pouvions utiliser cet espace sous l'escalier. D'abord, je vais percer un trou d'inspection pour que nous puissions voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai une couronne de carottage de 100 mm qui a toujours très bien fonctionné pour couper à travers les blocs de béton. Cependant, elle n'a pas fait le poids face aux blocs à l'intérieur de ce mur. Des étincelles volèrent partout, ce bloc était vraiment dur. On avait l'impression de ne pas avancer, alors il fallait changer d'approche. J'ai donc commencé à percer une série de trous en chaîne avec un foret à maçonnerie ordinaire à la place. Et cela a dégagé suffisamment de débris pour permettre à la carotteuse de finalement percer. Après quelques recherches, je pense que cela s'appelle un bloc de clinker. C'était assez courant dans les années 1930 lorsque cette maison a été construite, et c'est composé de déchets provenant de centrales électriques au charbon. Je peux alors jeter un coup d'œil à l'intérieur et il y a pas mal d'espace sur la gauche ici. Mais à droite, on est presque collé contre un autre mur en bloc, qui est le mur du fond de ce garde-manger. Au fait, en général, les escaliers comme ceux-ci sont autoportants. Toute la solidité vient des limons, ce qui signifie que le mur en dessous n'est pas porteur. Mais avant de se lancer dans un projet comme celui-ci, il pourrait être utile de consulter un ingénieur en structure ou un bon constructeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué tous ces blocs de bois sur le sol. Ce sont des blocs de colle et ils sont censés être fixés là où chaque marche rencontre la contre-marche. Ils ont dû simplement se détacher et tomber au fil des années, mais nous allons les refixer plus tard. Avant de faire la moindre découpe, nous avons protégé la zone du mieux possible avec des bâches anti-poussière. Ça va vraiment faire un sacré bazar, donc tout ce qu'on peut faire pour limiter ça nous évitera beaucoup de nettoyage plus tard. Je comptais utiliser un niveau laser pour couper, mais il n'y avait pas vraiment assez de place, alors j'ai fini par tracer une ligne au crayon. Je n'ai pas besoin que mes découpes soient parfaitement droites de toute façon, mais je veux qu'elles soient aussi verticales que possible. On aurait vraiment dû prendre une autre bâche pour protéger la moquette, mais bêtement, on ne l'a pas fait. Par contre, on a bien scellé toutes les portes du couloir, donc au moins toute la poussière resterait confinée dans ce petit espace. J'utilise ma meuleuse d'angle avec une lame diamantée de 230 mm. Elle a une profondeur de coupe suffisante pour traverser ces murs de 62 mm d'épaisseur composés de 12 mm de plaques de plâtre et de 50 mm de parpaing. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de poussière très rapidement et nous avons déclenché l'alarme incendie. J'ai installé un ventilateur pour souffler la poussière dehors, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup aidé. Ce qui a aidé, par contre, c'était d'utiliser mon souffleur de feuilles pour enlever autant de poussière que possible. Il a fallu encore un peu de perçage point par point pour dégager les déchets dans chaque coin où la lame ne pouvait pas atteindre. Et ensuite, on peut enfin retirer les blocs. Et aussi l'ancienne plainte. Je prévoyais d'encadrer l'ouverture avec du bois pour aider à soutenir les blocs ici, mais malheureusement, nous avons rencontré un problème. Nous avons remarqué une fissure fine sur la ligne de mortier entre deux blocs, ce qui a rendu le mur de gauche ici un peu instable. Nous avons donc décidé qu'il valait mieux enlever complètement le reste du mur et le reconstruire plus tard. Donc c'est ce que nous allons faire, mais plutôt que de couper davantage et de faire encore plus de désordre, je vais utiliser un burin à la place pour enlever ce dernier petit morceau. Il y a quelques années, lors d'une vente de jardin, j'ai acheté ces grandes dalles de style terrazzo, mais je n'ai jamais vraiment su quoi en faire jusqu'à maintenant. Une fois que le sol en béton a été nettoyé et débarrassé de la poussière, j'ai commencé à appliquer ce produit appelé Primer G. Je pense que c'est similaire au styrène butadiène caoutchouc qui sert essentiellement à réduire l'absorption du béton afin qu'il n'aspire pas toute l'humidité de la colle à carrelage que je vais utiliser. Qu'est-ce que tu fais, Kifi? Je passe le primaire. Pourquoi? Parce que ça aidera les carreaux à mieux adhérer. Pourquoi? Parce que les carreaux vont sur le sol.
Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils vivent. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je l'applique simplement au pinceau, puis j'installe un ventilateur pour accélérer le temps de séchage, et c'était sec en 21 minutes. Les carreaux font 800 mm de côté, donc je mesure environ 820 mm ici pour tenir compte du fait qu'on va poser du placo-plâtre de 12 mm sur ce mur plus tard. Je veux aussi laisser quelques millimètres pour les joints, entre les carreaux. Et à partir de là, je peux déterminer quelle découpe je dois faire pour que le deuxième carreau remplisse le reste de l'espace. J'utilise à nouveau une lame diamantée pour couper le carreau. Et ensuite, je peux commencer à préparer de la colle à carrelage. Comme ces carreaux sont très grands, mais que l'espace dans lequel nous travaillons est très petit, il va être difficile de positionner correctement les carreaux. Ça aurait été beaucoup plus facile d'utiliser des carreaux plus petits, mais on va réussir à les installer d'une façon ou d'une autre. J'ai aussi encollé l'arrière de chaque carreau pour m'assurer d'une bonne adhérence. J'ai eu besoin d'aide pour installer le deuxième. Et après quelques petits ajustements, il s'est bien mis en place avec un joint de 3 mm entre les deux. J'ai laissé un peu de temps pour que la colle prenne, elle durcit en 3 à 4 heures, mais je n'avais pas autant de temps à attendre. Donc je voulais faire les joints après environ 1 heure, et ça me semblait déjà assez solide pour continuer. Je nettoie tout le désordre avec une éponge, mais il faut que ce soit une éponge rose, sinon ça ne marche pas correctement. De retour à mon atelier maintenant, je dois construire une sorte de solution de rangement qui optimisera l'espace sous l'escalier. J'ai donc pris du médium densité fibre de 18 mm et, avec toutes les mesures nécessaires en main, j'ai d'abord commencé à tracer et à découper 2 panneaux latéraux. Ensuite, j'ai pris quelques morceaux de médium densité fibre de 24 mm pour découper des caissons. J'utilise du médium densité fibre plus épais pour cela parce que ces caissons vont couvrir un peu plus de 800 mm sans aucun support et je ne veux pas qu'ils fléchissent. J'arrondis les bords avant. Et je peux commencer à tout apprêter. Pour les champs en médium densité fibre, il est vraiment important de bien poncer après l'après pour obtenir une bonne couverture avec la peinture et avoir une surface parfaitement lisse. À mon avis, il n'est vraiment pas nécessaire d'utiliser des produits de scellement pour médium densité fibre. Avec quelques cales en dessous, je peux installer la première étagère et j'utilise simplement de la colle et des vis parce que les panneaux latéraux, ici, ne seront jamais visibles. Cela dit, j'ai quand même rebouché les têtes de vis. Et j'utilise une peinture blanche satinée pour bois comme couche de finition, ce qui sera joli et durable. Revenons à mes frères maintenant, et malheureusement, les étagères que j'ai construites ne rentraient pas tout à fait entre les deux limons. Elle était plus large d'1 millimètre ou 2 que ce qu'elle aurait dû être. C'était facile à corriger, j'ai simplement fait une coupe en diagonale d'un côté pour qu'elle puisse passer sous le limon à la place. Je peux ensuite la positionner et déterminer la taille que je veux pour ma nouvelle ouverture afin de pouvoir commencer à monter la cloison. J'utilise un 3x2 pour ça, ou du bois de structure à section calibrée de 63 par 38 mm, et je vais d'abord couper une semelle de base. J'ai fixé la semelle de base avec des vis à béton directement dans le béton en dessous, puis je peux simplement mesurer pour chaque montant vertical. Pendant que j'étais de retour à l'atelier, j'ai aussi préparé quelques autres petites choses, notamment en utilisant du pin récupéré pour fabriquer des cadres de porte. Du médium densité fibre de 18 mm pour fabriquer une porte. Aussi, cette plaque de médium densité fibre de 6 mm pour habiller l'ossature du mur.
J'avais aussi quelques-uns de ces loquets de porte à poussoir. Je les avais achetés quand j'ai fabriqué mes butées escamotables pour établi. Je laisserai un lien vers cette vidéo ci-dessous dans la description. Malheureusement, je n'avais pas de support pour eux, donc je vais fabriquer les miens. Et j'avais quelques morceaux de moulure d'arcature en bec de corbin ici, que nous pouvons utiliser autour de la porte. La dernière pièce que j'ai fabriquée à l'atelier était ce seuil en médium densité fibre de 24 mm que je m'apprête à installer. Et installer ceci avant le dormant de la porte s'est avéré être une erreur. Je vais montrer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, je peux installer les dormants de la porte. Avant d'accrocher la porte, nous avons une plaque de plâtre que nous pouvons utiliser pour recouvrir le mur en parpaing. Le placo-plâtre est généralement posé avec de la colle à placo-plâtre, ou, ce que j'ai déjà utilisé auparavant, de la mousse expansive, mais aller en acheter juste pour cette seule plaque de plâtre me semblait être une perte de temps et d'argent. Comme il nous restait un demi-sac de colle à carrelage, j'en ai préparé un mélange assez épais et on va essayer ça à la place. Ça avait vraiment l'air de bien coller et sans trop couler non plus, donc on s'est lancé. Et ça avait l'air de bien fonctionner, même si j'ai ajouté une vis en haut du mur hors caméra, juste parce qu'il fallait tirer un peu le haut vers l'intérieur. C'était un peu trop sombre et difficile à filmer à l'intérieur. Je commençais aussi à manquer de temps ce jour-là, donc je commence à me dépêcher un peu. La porte a été découpée un peu plus grande, donc je peux faire quelques coupes pour l'ajuster. Oh, et ne vous inquiétez pas encore pour ce grand espace en haut. Je peux ensuite grignoter la plinthe pour préparer la pose de l'encadrement. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une erreur d'installer le seuil avant la doublure et l'encadrement. Vous pouvez voir ici que j'ai dû découper une petite encoche, mais j'espère qu'une fois que ce sera calfeutré et peint, ça devrait aller. Et ici, je marque l'angle biseauté pour qu'il se rejoigne proprement. Je n'ai pas besoin de connaître l'angle exact, je peux simplement suivre mes marques de crayon et couper en conséquence. Et une fois que toutes ces pièces sont en place, je peux calfeutrer les interstices. Je suis désolé que les dernières séquences aient été un peu précipitées, mais j'ai manqué de temps et mon frère était content de finir les dernières touches de décoration. Alors regardons le résultat final.